Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. Une manifestation pour tenter d'obtenir la révision d'un procès. Ces gens sont convaincus qu'il y a une erreur judiciaire. Ceux qui pensent avoir trouvé des éléments nouveaux pour permettre la révision du procès sont ces deux hommes en noir, des spécialistes de la contre-enquête. Roger-Marc Moreau, agent de recherche, comme se sont récemment baptisés les détectives privés, et puis Roland Agret, président de l'association Action Justice, qui s'est donné pour but de lutter contre les erreurs judiciaires. Roland Agret est un habitué des manifestations devant le ministère. Cela fait plus de 20 ans qu'il y vient. Il a été condamné pour un meurtre dans les années 70. En prison, il a clamé son innocence, il est monté sur les toits, il a avalé des fourchettes jusqu'à ce que l'administration le relâche. En liberté, il a continué à réclamer la révision de son procès, il a été blanchi, mais il y a laissé 2 doigts. Pour ma révision de procès à moi, après je suis revenu, 15 jours d'intervalle, une fois porté un doigt, la deuxième fois le second. J'avais donné à l'huissier, le premier je l'avais donné directement au directeur des affaires criminelles. Le ministère de la Justice, c'est là où tout se passe. Lorsqu'une cour d'assises ou quelle cour que ce soit, lorsqu'il n'y a plus de recours, on ne peut taper qu'ici. Ici, en fait, c'est le dernier garde-fou de la justice. Il n'y a que qui, en dernier ressort, peuvent réparer une erreur. Des erreurs judiciaires, il s'en produirait tous les jours à écouter certains avocats. À écouter Roger-Marc Moreau et Roland Agret, en tous les cas, il y aurait beaucoup d'enquêtes mal menées par les services de police ou de gendarmerie qui aboutissent à ces erreurs. La plupart des contre-enquêtes de Agret et Moreau concernent des innocents en prison. Ce n'est pas toujours le cas. Il leur arrive de faire des exceptions. C'est ce qu'ils ont décidé pour l'affaire Haby. Cet homme s'appelle Michel Haby. Le 18 juillet 1999, sa femme a été retrouvée morte dans la Seine. Oui, c'est ici que mon épouse a été retrouvée le dimanche midi, donc aux environs de midi, d'après ce que j'ai pu déduire. Elle avait été vue par 2 personnes qui faisaient du canoë-kayak, du canoë sur la Seine, là. Et elle était dans l'eau depuis quelques jours, et puis elle a été sortie de l'eau en présence des autorités, quoi. Anne-Lise Haby avait 52 ans. Son mari avait signalé sa disparition 5 jours auparavant à la gendarmerie. Lorsque son corps a été retiré de la Seine, elle portait au bras droit un garrot fait avec une ficelle et une trace de piqûre dans la veine. Pourtant, dès le départ, l'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un suicide. 2 ans après la découverte du corps, les enquêteurs arrivaient à la conclusion que Madame Haby se serait suicidée en s'injectant un poison dans la veine. Je l'ai dit clairement à Madame la juge, je refuse l'idée du suicide, ou alors il faudra me démontrer que c'est possible, mais moi je suis intimement convaincu qu'elle n'a pas décidé ça toute seule et qu'il y a eu une intervention. La presse locale, à l'époque, avait fait comme les enquêteurs et les magistrats, elle privilégiait la thèse du suicide. Anne-Lise Haby était connue dans la région, elle avait créé un refuge pour chiens abandonnés. 2 ans après les faits, le juge allait classer l'affaire. Monsieur Haby décide alors de faire appel à un détective privé pour reprendre l'enquête. C'est donc 2 ans après la mort de Madame Haby que Roger-Marc Moreau et un de ses collaborateurs vont reprendre le dossier. Comme dans beaucoup d'autres villes de province, Roger-Marc Moreau est connu. Ah, merci. Merci. Sa vie de détective l'emmène un peu partout, d'hôtel en hôtel. L'affaire Haby, il a déjà eu le temps de la découvrir. Le dossier d'instruction lui a été transmis par l'avocat de M. Haby, qui est convaincu comme son client qu'une erreur judiciaire se prépare. Vous allez tout reprendre à zéro? Absolument tout à zéro, de manière à tenter de découvrir s'il ne s'agit pas d'une hypothèse criminelle, et dans quel cas éviter le non-lieu, et par conséquent peut-être faire ouvrir une procédure contre une personne dénommée. Vous allez faire comment? Eh bien, la première chose, c'est que je vais entendre des témoins. Je vais entendre des témoins peut-être qui n'auront pas été entendus, et je vais voir également des témoins qui ont déjà été entendus, mais je vais leur poser des questions complémentaires. La
La première démarche qu'a décidé le détective, c'est de se rendre sur les bords de la Seine. Il a rendez-vous avec Monsieur Aby, pas à l'endroit où le corps de sa femme a été repêché, mais 3 kilomètres en amont, dans un lieu où l'on a retrouvé la voiture de la morte, c'était quelques heures après que son corps ait été découvert. Oui, ben c'est ici qu'on a retrouvé l'auto. Oui. Elle était ici, à 2 mètres près, elle était stationnée ici. Un endroit idéal pour commettre un crime. Il n'y a pas de témoin. En juillet 1999, c'était la sécheresse, la Seine était très basse. Mais l'environnement a énormément changé, surtout là où il y a un écart, enfin ce qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, c'est qu'au pied de cette berge-là, il y avait un à-pic d'environ 2 mètres, un petit trou avec un peu d'eau, et le fleuve, avec son courant, lui, était beaucoup plus loin que ça, et beaucoup plus étroit. Hein. La Seine, la partie courante, faisait 4-5 mètres, c'est tout. C'est-à-dire que pour que le Là corps aussi, soit entraîné, elle ne pouvait pas rester sur le Bah, bord. Ici, Il a c'était fallu pas- forcément qu'elle aille au milieu de la Seine. C'est bien ça? Si on imagine que c'est elle qui a fait la démarche, il a fallu qu'elle aille se mettre au milieu de l'eau pour se faire une injection. S'il Complè- s'agissait complètement d'un aberrant. meurtre, de toute façon, la personne aurait dû placer son corps au milieu. Oui, mais ça, fleuve c'était pour qu'elle soit entraînée. relativement facile, ça. Hein. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des relevés des traces des véhicules? Je crois pas. Et je crois qu'il a fallu 8 mois avant que les gendarmes reviennent ici sur place faire des constatations minutieuses, comme ils l'écrivent dans leur PV. 8 mois après, j'imagine qu'ils ne risquaient pas de trouver grand-chose de traces réelles. Tout ça constitue des éléments de doute suffisants pour que M. Aby s'interroge. Est-ce que l'administration a bien fait son travail? Est-ce que la gendarmerie a vu juste? Est-ce que le juge d'instruction a instruit convenablement son dossier? Il attend de nous des réponses claires. S'agit-il d'un crime? S'agit-il d'un suicide? En fait, c'est 5 jours avant la découverte de son corps et de sa voiture abandonnée que Madame Aby a disparu. C'était la veille du 14 juillet. Et celui qui s'est inquiété tout de suite, c'est son mari. Alors, nous étions le 13 juillet, mardi 13 juillet 99, 16h, je rentre d'un rendez-vous professionnel et j'arrive là, devant la maison, le garage est comme ça, grand ouvert, qui était pour nous anormal puisqu'on avait l'habitude de tenir ce garage bien fermé en dehors des mouvements des voitures. Et je suis entré donc à la maison. Je suis entré à la cuisine où j'ai trouvé la nourriture prête à être distribuée pour les animaux. Les chiens sont dans la maison un peu plus loin, mais il n'y a pas d'autres signes, il n'y a pas de mots, parce que si mon épouse avait préparé ça pour que moi je distribue la nourriture, elle aurait pris un post-it en me disant « donne à manger, je reviens », ou etc. Il n'y a rien, c'est comme ça. Ce sont ces 3 éléments contraires aux habitudes de sa femme, la porte du garage ouverte, les chiens laissés sans nourriture et l'absence de mots qui inquiète M. Aby. En fin d'après-midi de ce 13 juillet, il n'a toujours pas de nouvelles. Sa femme n'est pas réapparue, pas un coup de fil. Il décide d'aller à la gendarmerie signaler sa disparition. C'est donc 5 jours plus tard que le cadavre de Anne-Lise Aby est retrouvé. L'autopsie qui est pratiquée fait apparaître qu'elle est morte avec dans le sang des traces importantes de 2 produits vétérinaires, un anesthésique et un euthanasique
des produits que Anne-Lise Aby conservait chez elle alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Bien, donc, pour ce qui concerne les produits, ils étaient stockés dans le petit meuble. Et c'est le sac. Le sac où il y avait ces fameux produits. Alors voilà, Je une t'ai boîte pas- c'est d'Imalgène. C'était de l'Imagène 1000, c'est-à-dire que c'est un produit hautement dosé. Très bien. Il n'y a plus de boîte de thé, Non, le 60. T61, il n'y avait plus. donc même vide. je ne veux pas garder des produits comme ça. L'Imalgène 1000 est un produit que seuls les vétérinaires peuvent utiliser. On ne s'en sert pas que pour les chiens, mais aussi pour des animaux de grande taille, les bovins et les chevaux. Il endort immédiatement. C'est précisé sur l'étiquette. Temps d'attente nul. L'autre produit est donc le T61, un euthanasique, un poison très violent qui tue instantanément dès l'injection intraveineuse réalisée. Qui avait connaissance de l'existence de ces produits et de leur emplacement? Peu de personnes. peu de C'est-à-dire personnes. combien? Oh, je ne jurerai pas, mais mon épouse et puis 2 ou 3 personnes, pas plus. Forcément, ce produit a été prélevé ici, parce qu'on ne trouve pas le T61 n'importe où. Ah non. Bien. Il n'y avait pas de traces de quoi que ce soit de Non. dérangé? Non, Non. il y avait, non. Pas de traces de lutte, pour reprendre les expressions de... Cette porte donne, cet issue donne sur le garage. Sur le garage, directement là. Donc on va y passer. Elle On a- abandonne en quelque sorte ces produits-là. 2 hypothèses, soit volontairement, si elle se suicide, ça c'est l'hypothèse administrative, elle passe par là, elle prend son véhicule Elle prend automobile l'auto et et elle se rend va, au bord de la Seine. en laissant le garage ouvert, etc. Soit on peut penser, c'est votre thèse, que quelqu'un l'agresse. Quelqu'un l'attendait lui- là, ou quelqu'un l'appelle, mais on a... Lui inocule donc un produit anesthésiant, la transporte jusqu'au véhicule automobile, part avec elle. Une fois arrivé devant la Seine, elle lui injecte le produit T61 euthanasiant, et à partir de là, il la précipite dans la rivière, dans le fleuve. Je vous suis. C'est le véhicule automobile donc que conduisait peut-être votre épouse, tout au moins qui a été retrouvé au bord de la Seine. au bord de l'eau. Le garage était grand ouvert. N'importe qui pouvait accéder dans votre domicile. Ah bah oui, le garage était ouvert, donc n'importe qui entrait ici, et sans serrure, sans rien, puisque vous voyez qu'il n'y a rien sur la porte, et entrait dans la maison. N'importe qui, sauf que M. Aby l'a dit, 3 ou 4 personnes seulement savaient que les produits se trouvaient dans cette cuisine, et plus précisément dans ce placard. 3 ou 4, dont peut-être le vétérinaire, qui aurait donc laissé ces produits en dépôt alors que la réglementation lui interdit de le faire. Un vétérinaire qui intrigue beaucoup Roger-Marc Moreau, d'autant qu'interrogé par la gendarmerie, il avait déclaré ne pas avoir eu de contact avec Madame Aby depuis plus d'1 an. Et pourtant, M. Aby a découvert dans les relevés de téléphone que sa femme avait appelé ce vétérinaire le jour même de sa disparition. Le 13 07, 9h45, communication détaillée, ce sont les appels sortants. Les Donc appels c'est bien sortants, alors. elle qui appelle. Ce numéro correspond bien au numéro du vétérinaire, oui, lequel affirme dans ses différentes dépositions Qu'il ne pas avoir été en relation avec votre épouse ce jour-là, Depuis- et même pas dans l'année précédente. Voilà, depuis plusieurs mois, je ne sais plus comment c'est formulé, mais Nous avons effectivement... donc là la démonstration que l'appel en plus a duré à plus de 2 minutes, donc il s'agit d'un mensonge. Mensonge, sauf que ce n'est pas forcément le vétérinaire qui a décroché. Le vétérinaire interrogé par les gendarmes ne s'était pas caché de connaître Madame Aby, même s'il avait déclaré ne pas l'avoir vue depuis longtemps. Son compère, Roland Agrès, a rejoint Roger-Marc Moreau pour mener leur contre-enquête. Ils sont intrigués par ces déclarations. C'est un homme qui se trouvait bien évidemment en faute à l'origine. Le fait d'avoir fait un trafic avec un produit parfaitement illégal, qu'il n'avait pas le droit de céder à qui que ce soit, pourrait le voir sanctionné par l'ordre des vétérinaires, éventuellement même engager des poursuites pénales à son encontre. Par conséquent, il n'a pas tellement envie d'apparaître dans la procédure et de témoigner.
Ils veulent rencontrer l'homme pour lui demander des explications. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent que le vétérinaire n'exerce plus son métier à cette adresse qui était la sienne il y a quelques mois encore. C'est quoi ça? Oh putain, mais c'est fermé. Un autre a pris sa C'est place. plus son nom. Monsieur en Champagne. Vous n'avez pas un vétérinaire? Non. Eh bien, tant pis, merci, madame. Moi, je vais faire une recherche par mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Manifestement, il a quitté et même le département. Ils n'ont pas d'autre piste, pour l'instant, pour remonter jusqu'au vétérinaire. De toute façon, ils ne croient pas que celui-ci soit mêlé à l'affaire. En fait, plus il se penche sur le dossier, et plus le détective acquiert la conviction que l'enquête a été mal menée dès le départ. C'était aux alentours du 14 juillet. Ce sont les vacances judiciaires. Et même au niveau des gendarmes, tout le monde n'est pas présent. Alors peut-être que on avait tendance, en période de vacances, à classer plus facilement sous forme de suicide, ne pas trop se poser de questions, ne pas approfondir. J'ai étudié l'intégralité du dossier d'instruction et je m'aperçois que des témoins ont été certes entendus, mais on ne leur a pas toujours posé toutes les questions nécessaires. Certains témoins ont carrément été oubliés. Et puis, les expertises ont été plus que sommaires. Par exemple? Eh bien, par exemple, il n'y a pas, lors d'une autopsie, d'examen externe du cadavre. C'est un des exemples parmi d'autres. D'ailleurs, ce rapport d'autopsie, ils l'ont envoyé au docteur Rudler. Elle est experte devant les tribunaux et est considérée comme l'une des meilleures spécialistes des poisons et de leurs effets. Au téléphone, elle a dit au détective qu'elle est surprise par ce rapport tel qu'il a été joint au dossier. Du coup, les deux hommes ont décidé de lui rendre visite. Ils la connaissent bien, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Moi, j'avais commencé à dire que, bon, il n'y a pas d'examen externe du cadavre. Ensuite, alors, il y a une deuxième chose qui paraît aussi bizarre, toujours dans les constatations des médecins légistes, sûrement très forts, c'est que je vois qu'il n'y a pas de recherche de diatomée, ce qui est quand même une des choses qu'on doit faire au départ quand il s'agit quand on suspecte une mort par noyade. Or, quand on trouve quand même un corps dans l'eau, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est qu'elle a peut-être pu se noyer. Bon. La diatomée est une algue que l'on trouve dans les poumons de toute personne qui n'était pas morte lorsqu'elle a été plongée dans une rivière. Tout ça me paraît pas très sérieux dans les analyses qui ont été faites. Toi, tu aurais tendance à penser qu'il s'agit vraiment d'un suicide ou plutôt d'un homicide? Moi, d'après ce que j'ai lu, hein, alors maintenant, je vais aussi être... je vais donner mon avis qui est étayé par ce que j'ai vu du dossier. Oui. Hein, donc, des éléments qui m'ont été confiés. Je dis, bizarre pour un suicide, qu'une droitière, déjà, se pique au bras droit en utilisant sa main gauche. Moi, je suis gauchère, je suis incapable de me faire une piqûre de la main droite. Hein. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, elle était peut-être beaucoup plus douée que moi. Ensuite, le garrot décrit n'importe comment. Je veux bien qu'il ait été dans le bon sens, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile de le faire. On a un garrot au bras droit, hein, elle est droitière. C'est de faire une drôle de gymnastique. Ah oui, quand on veut se suicider, il y a peut-être d'autres moyens que de faire des élucubrations pour arriver à s'attacher à un garrot et se mettre une seringue dans le bras. Donc moi, je ne sais pas si c'est un suicide ou un assassinat. Ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a pas choisi la méthode la plus simple pour se suicider. Et qu'il faut quand même avoir des idées suicidaires depuis de longue date, alors je ne sais pas si elle en avait, et que ce soit vraiment prémédité pour utiliser d'abord ce genre de produit et dans ces conditions. Une chose semble évidente. Si l'hypothèse de l'assassinat doit être retenue, l'assassin a de grandes chances d'être l'une des 3 ou 4 personnes qui savaient que les produits dangereux se trouvaient dans ce placard. Et il se trouve que parmi ces personnes, 2 au moins ont été écartés de l'association qui gère le refuge quelque temps avant que Madame Abi ne disparaisse. L'une des personnes qui savait très certainement où se trouvaient les produits et qui n'a pas été mise à la porte de l'association, elle, c'est la trésorière,
qui avait été entendu comme témoin lors de l'enquête officielle. Bonjour, je suis agent de recherche mandaté par M. Abi, Oui. au sujet du décès de son épouse. Oui. Je peux vous parler 5 minutes? Oui, bien sûr, asseyez-vous. Merci. Alors, je vais peut-être enlever ma veste. Vous connaissiez parfaitement Madame Abi, puisque c'était la présidente de l'association. C'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. Et puis quand j'ai appris son décès, c'est vrai que j'étais très surprise, quoi. C'est quelque chose que je ne conçois pas par rapport à elle. Oui, vous ne concevez pas, c'est-à-dire Le fait qu'elle soit décédée ou le fait qu'elle a... que apparemment la conclusion ou ce qui a été dit dans le journal, c'était un suicide. Puis je vous dis, venant d'elle, c'est vrai que pendant les 5 jours où elle a disparu, j'étais persuadée qu'on allait la retrouver vivante, quoi. Peut-être dépressive, parce que je sais qu'elle avait eu un problème d'alcool, et effectivement, ça arrive qu'on retombe. C'était le cas? Non, apparemment, non, depuis qu'elle avait arrêté, non. De boire. Vous avez des soupçons, si vous ne pensez pas à la thèse du suicide, ça veut dire que vous soupçonnez une thèse différente, criminelle? Tout à fait, oui. Mais Vous avez des soupçons? Des soupçons, oui. Oui. Sur une ou plusieurs personnes, mais bon. Sur qui? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce qu'on peut accuser comme ça sans... Vous n'accusez pas, sans vous me savoir, dites quels sont sans vos risque. soupçons. Il y a beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, intérieures et extérieures qui ne l'aimaient pas, des personnes qui voulaient prendre sa place, qui a eu quand même pas mal de disputes. Alors, à savoir s'il y a eu une ou plusieurs personnes qui a essayé de se débarrasser d'elle. Oui, j'ai relu votre déclaration, vous ne faisiez pas part de vos soupçons. La seule phrase... Ou alors elle ne l'a pas marqué. Peut-être. Et au contraire, vous disiez plutôt le contraire. Hein. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on l'aurait supprimé. Et le suicide me paraît surprenant, mais pas réalisable. C'est presque l'inverse de ce que vous m'avez dit. Oui, mais on ne sait jamais. Et puis bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, il s'est quand même passé pas mal de temps et... Elle donnait l'apparence d'une personne avec une force de caractère dynamique. Malgré son gabarit, elle faisait beaucoup. Elle était assez sèche au téléphone, mais c'était sa façon de s'exprimer. Elle était beaucoup trop serviable. Point final de votre audition. C'est vrai qu'au début, c'est vrai que j'étais partagée effectivement entre le meurtre et le suicide. Je ne savais pas trop. Que maintenant, je suis plus persuadée effectivement que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué et pas elle qui l'a fait de sa propre volonté. Voilà, je vous laisse une carte. Merci. Si vous pensez à quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. La deuxième personne qui savait où se trouvaient les produits dangereux n'habite pas très loin, c'est Madame Degois. Au refuge pour chiens, elle était la spécialiste des euthanasies. C'est elle qui prenait en charge les animaux dont il fallait se débarrasser parce qu'ils étaient malades ou parce que leur agressivité les rendait dangereux. Et il se trouve que Madame Degois avait été écartée de l'association par sa présidente quelques mois avant que celle-ci disparaisse. Madame Degois! Ah, vous êtes là! Bonjour, bon. Alors, attendez. Attends, ça va être tête. Je fais très attention. Comment allez-vous? Bon. J'étais en train de dormir, vous faire ma fièvre. Ah, voilà. Vous me réveillez. On vous réveille. Allez. J'ai tellement des belles chaussures. Allez, venez. Allez. Entrez. Merci. Ah, il fait meilleur chez vous. D'avance. Vous savez pas, je vais virer les chiens. Madame Degois, qui ne mâche pas ses mots, ne semble pas avoir gardé beaucoup d'estime pour Annelise Abi. Écoutez, voilà, comme je vous dis, le jour que j'ai appris sa mort, ça m'a fait ni chaud ni froid. Parlez-moi des euthanasies, comment ça se passait? Pourquoi d'abord mettons ce fameux garrot? Le garrot, c'est pour que la veine, elle gonfle. Pour faire gonfler la veine, pour qu'on la voit mieux. Parce que, donnez voir votre bras. Oui. Bon, c'est pas un chien, vous. Hein. Bon, il faut qu'elle gonfle. Alors on appuie sur la veine, on appuie, tiens, je la sens, votre veine. D'accord. On appuie sur la veine et la veine du chien gonfle. Et on la sent, là, votre veine. La veine du chien gonfle. Mais on ne peut pas prendre... Oh, j'ai un clébard, là. Attends.
On ne peut pas prendre. Tiens-toi droit, toi. Vous voyez? D'ailleurs, des chiens comme ça, il faut qu'on coupe les poils déjà. On ne peut pas faire un... Ah, vous voyez, on fait ça. Bon, la veine est là, je la sens bien. Hein? Et on pique. Mais la mienne se laisse faire. Ces chiens-là se laissent faire. Mais, comment? Des gros chiens, enfin, des gros chiens. Des chiens nerveux, ils ne se laissent pas faire. Hein. Dans quel cas, on leur donne un euthanasiant qu'on fait une piqûre intramusculaire. Une piqûre dans le train arrière. Une fois qu'ils sont endormis... C'est l'imalgène. Oui, l'imalgène, oui. Je ne comprends pas qu'elle ait arrivé à faire la piqûre elle-même, surtout qu'elle a mis du produit endormant dedans. L'imalgène, non, Imalgène. Ordinairement, quand on fait cette piqûre-là, on ne voit pas l'aiguille ressortir. Ça fait comme quand on vous endort. C'est instantané. Vous m'indiquez que l'on a trouvé des traces d'imalgène dans le sang de Madame Abi. Oui. Selon moi, qui ai pratiqué les euthanasies, des euthanasies, nombreuses d'ailleurs, hein, oui. j'en déduis que Madame Abi a forcément été assassinée. Oui. Car il est parfaitement illogique que l'on s'injecte ce produit. En effet, on ne voit pas l'aiguille ressortir. Voilà. En effet, ce produit l'aurait endormi et empêché de pratiquer une piqûre de T61. Oui. Ça, c'est vrai, comment? Et puis elle n'était pas gauchère. Elle n'était pas gauchère. Oui. Elle était droitière. Et de sa main gauche, donc, se pratiquer... Non, ça vous paraît impossible? Non. Oui? Non. Elle se serait foutue dans l'eau, elle se serait foutue dans un pont ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'elle aimait l'eau? Non. Non, parce que quand on était toujours ensemble pour promener les chiens. Et c'est moi qui allais rechercher ces chiens. Quand il y en avait un de tomber dans l'eau, un coup, il y en avait un dans un trou à grève de tomber à Arcy, dans l'eau, une vieille chienne qui ne pouvait plus remonter. C'est moi qui ai été la chercher. Je me suis retenue à un bout de bois. Le bout de bois, il a cassé. Je me suis retrouvée dans l'eau. Moi, je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager du tout, moi. Et toujours est-il dit qu'il a fallu que je remonte par mes propres moyens. Enfin, je me suis pas affolée, hein, j'ai remonté quand même, j'arrivais à remonter. Hein. J'ai remonté par mes propres moyens, mais elle m'a même pas... elle était tétanisée parce que j'étais tombée dans l'eau. Elle était tétanisée. Elle ne pouvait pas faire un geste pour me tendre le bras ou la main. Elle avait horreur de l'eau. Ah oui, elle avait horreur de l'eau. Madame de Gois, moi je vous laisse. Bon. Au revoir. Attention à votre tête, attendez, je vais ouvrir la porte quand même parce que... Attention à votre tête, on sort pas. Au revoir, madame. Autre personne qui connaissait probablement l'emplacement des médicaments, une autre femme qui milite pour le bien-être des animaux et qui travaillait bénévolement avant d'être brutalement écartée de l'association. Madame Deschamps avait été entendue par les enquêteurs, son témoignage est dans le dossier d'instruction. Il y avait beaucoup de cancans, beaucoup de racontars, beaucoup de choses pas très claires dans ce refuge, ce qui fait que les personnes qui travaillaient, même en titre de bénévole, faisaient courir des bruits. Vous voyez, c'était très cancan. Très malsain. Très malsain comme atmosphère. Et moi, je suis partie, on m'a accusée donc de voler des croquettes. Alors que j'ai les moyens d'acheter des croquettes, on me les livre par 100 kilos et puis il n'y a pas de problème. C'était voilà. Simplement pour vous, peut-être vous écarter. Oh, mais on a voulu écarter beaucoup de gens. Hein. Oui. Je crois qu'on a voulu beaucoup. Oui, on a voulu écarter beaucoup de personnes. Hein. On devait gêner quelque part, mais bon. Très bien. Alors, j'ai pris quelques notes en traduisant ce que vous m'avez dit. Je suis intimement persuadé que Madame Anne-Lise Abi ne s'est pas suicidée. Oui, puisque vous dites qu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'un suicide. C'est que vous pensez, vous, qu'il s'agit d'un homicide. Moi, je pense qu'on l'a poussée. Moi, je pense qu'on l'a attirée quelque part, qu'on l'a attirée là, au bord de l'eau. Il faut donc que ce soit un proche de l'association, quelqu'un qui connaissait c'est un proche, mais tout le monde pense ça. Le T61. Tout le monde le sait. Et qui avait en plus l'habitude de procéder à des injections avec le garrot, etc. Alors que vous pensez à une personne en particulier. Tout le monde dit « et Foutrier, personne ne bouge contre Foutrier ». C'est le cri général de tous ceux qui pouvaient approcher Madame Abi, qui se demandent pourquoi Foutrier est bien, et qu'il n'est pas inquiété, qu'on n'a peut-être pas gratté où il fallait. Ce jeune homme était l'un des membres de l'association. Il s'occupait de tout
et était très proche de Anne-Lise Haby, son principal collaborateur. Il connaissait l'emplacement des poisons. Les détectives, avant d'aller plus loin, voulaient découvrir le refuge où les chiens étaient gardés en pension et rencontrer par la même occasion Hervé, le fils de Madame Haby. Bonjour. Voilà, vous êtes le fils de Madame Haby. Très bien. Bonjour, on a agréé. Bon. Eh bien, écoutez, on peut vous parler 2 minutes? Bien sûr. Est-ce qu'on peut en rentrer pour se mettre au chaud? Bien sûr. Oui. Très bien. J'aimerais que vous me parliez de votre maman, que vous me disiez d'abord, est-ce que vous croyez dans la thèse du suicide? Alors là, pas du tout. Enfin, complètement, je pense pas du tout que c'est un suicide. C'était une femme assez battante, qui surmontait les problèmes et tout ça, qui avait une force de caractère exceptionnelle. Et donc, je ne peux pas du tout m'imaginer qu'elle puisse se suicider. Impossible. Les derniers temps, elle avait un assistant. Oui. Quelles étaient les relations que vous entreteniez avec cette personne et que pensez-vous de leur relation à eux? La relation avec moi, très, très peu, quoi, parce que j'étais à l'étranger, donc je le voyais pas très souvent. Et puis lorsque j'ai au passage à Troyes, je le rencontrais de temps en temps à la maison, obligé, parce qu'il était là, quoi. Mais c'était pas un ami, quoi. Votre mère avait beaucoup de... accepté, puisqu'il était là. Ouais. Votre mère semblait avoir beaucoup d'estime ou de... Beaucoup d'estime, oui. Pour lui? Même de trop, je dirais. Oui, de trop? De trop. Ouais. C'était un rapport mère-fils, un peu? Presque. Ouais. Presque. Presque, et c'est d'autant plus difficile pour Hervé que c'était lui le fils. Et comme il n'était pas là, il est possible qu'il y ait quelque part un peu une substitution. Je sais pas, hein. Que pensez-vous de l'attitude de ce garçon depuis le décès de votre mère? Eh bien, un peu spécial quand même, quoi, parce que bon, on était quand même bon, on s'entendait bien, sans plus, quoi. Les relations n'étaient pas très grandes, pas très approfondies, mais bon, on s'entendait sans plus. Et puis bon, il venait quand même, il me parlait bien, il voulait sortir souvent avec moi et tout ça. On avait une bonne entente, quoi. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus jamais revu, quoi. Vous avez des soupçons? Eh bien, les soupçons, oui, je vois que... je vois que lui, quoi. Si vous excluez la thèse du suicide, ça veut dire que vous privilégiez une thèse criminelle, un meurtre? Oui, bien sûr. Et vous soupçonnez donc éventuellement cet adjoint? Ou d'autres personnes également? Pas de preuves, mais je soupçonne, oui. Enfin, première vue, c'est le premier qui puisse avoir fait quelque chose, quoi. Le jeune homme que la rumeur accuse était salarié par l'association. La rumeur dit aussi qu'il aurait des besoins importants d'argent. Certains l'accusent de s'être servi dans la caisse, d'autres disent que la présidente voulait s'en séparer. Quelques membres de l'association n'hésitent pas à se faire l'écho de ces rumeurs. Dans l'association, c'était la seule personne qui n'était pas bénévole, mais qui était salariée, c'est bien ça? Si, au départ, il a été bénévole très jeune, je crois vers 15 ans. Et puis, on l'a, effectivement, après, il a été salarié. On a dit que parfois, il se servait un peu dans la caisse de l'association. Oui, mais bon, on l'a dit. Est-ce qu'il y a eu des preuves? Bon, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, de toute façon, avait toujours un manque d'argent. Hein. Ce jeune homme, est-ce qu'il était question de son licenciement économique? Oui, et il le savait. Il le savait? Oui. Mais comme il avait une dette vis-à-vis de l'association, Mme Haby avait demandé qu'elle soit remboursée avant son départ. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a quand même énormément, souvent besoin d'argent et en manque d'argent. Est-ce que vous pensez que ce garçon peut être capable d'avoir organisé un tel crime? Et quelles en seraient les raisons? Je ne sais pas si Vincent lui-même aurait pu aller jusque-là. Vincent est un garçon qui a des troubles psychiatriques, hein, qui a été soigné en hôpital psychiatrique, mais qui, d'un autre côté, était un protégé de Madame Haby. Il faut savoir que M. Foutrier venait loger chez elle dès que M. Haby était parti. Hein, et repartait lorsque M. Haby est arrivé. Il vivait carrément là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des rapports sexuels entre Madame Haby et Vincent Foutrier? Tout a laissé supposer. Tout a laissé supposer, parce que même l'attitude de Madame Haby nous laissait supposer cela. Vous avez quand même dit, je pense qu'il y avait quelque chose entre eux, mais je n'ai jamais
vu de gestes équivoques. Et je maintiens. Vous savez, quand on n'a pas tenu la chandelle, qu'on n'a rien vu, c'est le cas de le dire, on ne peut pas être affirmative, mais tout laisser supposer qu'il y avait quelque chose. Les détectives veulent vérifier auprès du mari si celui-ci connaissait les rumeurs qui circulent sur sa femme. Ceux qui ont côtoyé Madame Aby à cette période disent en tout cas qu'elle n'était pas dépressive. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que votre épouse, est-ce qu'elle pouvait, quelque part, même contre contre toute raison, être tombée amoureuse? Non. De Foutrier? Non. Vous l'excluez complètement? Non, pardonnez, j'en ris. Moi, je vous pose cette question parce que d'autres pourraient se la poser. C'est possible, c'est même probable. Pourquoi, oui, c'est même peut-être logique. Mais non, on est aux antipodes. Ça tient pas. Il compte beaucoup sur Madame Degois et son franc-parler pour en apprendre plus. Depuis qu'elle a quitté l'association, Madame Degois recueille chez elle les animaux qu'elle trouve. Elle a 11 chats et une quinzaine de chiens. Il y a eu 7 personnes de virées qui étaient au bénévolat pour ce gars-là. Parce que ce gars-là, c'est le diable en personne. Le diable, j'ai bien dit le diable en personne. Une fois, je l'ai vu parce qu'elle y avait refusé un acompte quand il était CES. Et que Madame Aby avait répondu, je ne peux pas te donner d'acompte parce que mon mari, il rouspète pour faire les papiers. Il a fait une colère, mais une colère. Il avait des colères très, très, très mauvaises. Et il faisait des Les garrots et les injonctions. Des garrots, il en faisait. Il faudrait demander de quelle manière qu'il les faisait. Parce qu'il est, attention, c'est un gars qui est très ordonné, il est, si vous aimez mieux, il est, comment qu'on dit, là, ceux qui sont toujours en train de ranger, toujours en train méticuleux. Méticuleux. Il est très méticuleux et très... Vous savez qu'ils n'aiment pas que les affaires traînent. Il y a encore un autre nom. Maniaque. C'est un maniaque. C'est un gars qui est très maniaque. Vous avez été auditionné par les gendarmes, mais un an après. Nationale, un an après. Et puis alors, moi, on a attendu un an pour vous merde, auditionner. tiens, vous voir la porte au chien, là. S'il vous plaît, on va être embêtés tout le long du chemin avec ça. Les gendarmes n'ont pas fait leur travail à fond. Parce que ils auraient dû relever déjà tous ceux qui en voulaient un peu à Madame Aby. Mais les 7 personnes qui ont été foutues dehors, il n'y en a pas une qui a été, auditionnée. Pas une. Est-ce que il vous a semblé qu'il penchait plutôt pour une thèse qu'une autre, qu'il cherchait simplement la vérité? Eux, ils pensaient plutôt au suicide. Ouais. Moi, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit, moi, je ne pense pas qu'elle s'est suicidée parce qu'elle aurait tué ses chiens avant. Que vous ont-ils répondu? Vous savez, quand on est pour se suicider, on ne pense pas à tout. Ça ne figure pas. Quand on est pour se suicider, on ne pense pas à tout. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que je dis d'autre? Mais vous avez affaire à une personne rusée, maligne, tordue. Vous m'avez dit pervers aussi, parce qu'il allait voir les jeunes gens, faire des relations sexuelles. Et fou. Nous avons maintenant réuni beaucoup d'éléments qui tendent vers la thèse criminelle plutôt que la thèse du suicide. Et là, nous allons entendre un témoin qui me paraît être le témoin le plus essentiel du dossier, puisqu'il apporte un alibi à la personne que nous soupçonnons d'être peut-être l'auteur du crime. Ce témoin, c'est un jeune homme avec lequel celui qu'il suspecte a affirmé se trouver le jour de la disparition de Madame Aby, le 13 juillet, dans l'après-midi. À l'époque, ce jeune homme avait 15 ans. Il était fragile, il avait été marqué par la disparition de son père, qui s'était suicidé quelques mois avant. Nous tournons avec une caméra cachée. Ensuite, lui et sa mère nous autoriseront à montrer ces images. Et le jour donc de la disparition, c'était le 13 juillet 1999. Voilà. Et ce jour-là, il est absolument impératif de savoir si, effectivement, vous étiez ensemble ou non dans l'après-midi, c'est-à-dire en début d'après-midi, plus précisément dans l'heure de la disparition de Madame Aby. C'est entre 14h30 et 16h30. Ce jour-là. Vous êtes sûr que vous étiez ensemble? C'est dur à dire, monsieur. Trop. Quand vous avez été entendu, c'était le 11 décembre 2000. Bon, c'est quelque temps après les faits. Ce n'est donc que 6 mois après les faits que ce témoin important a été interrogé par les enquêteurs. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait le matin du 13 juillet 1999. D'accord? Oui.
Je ne me rappelle plus d'avoir vu Madame Habit ce jour-là. Je ne me rappelle plus où on a mangé le midi. En ce qui concerne l'après-midi, je ne me souviens plus de grand-chose. Juste que nous sommes allés à la crêperie à Thieffrain pour boire. Mais ça, c'était le soir. Ouais. Mais c'est avant qui nous intéresse. Vous êtes le témoin le plus important. Est-ce que vous savez quelque chose qui puisse... Est-ce que vous savez quelque chose qui vous laisse penser peut-être que le petit Vincent Foutrier est mêlé à cette affaire de disparition? Non. Oui ou non? Parce que peut-être que vous savez quelque chose, vous n'osez pas en parler. Non, c'est pas... Non? Dites-le moi vraiment. Ouais. Important, non, hein. Vous vous rendez compte, c'est quand même une femme, mère de famille qui est... Vous ne voyez pas? C'est l'occasion. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sous l'emprise de ce garçon. Non? Vous le voyez encore parfois, non? Non, j'ai vu une fois. Il ne vous a jamais menacé? Le témoin ne lui a rien appris. Les soirs, des jours où ses investigations n'ont pas été fructueuses, ceux où il a l'impression de piétiner, la solitude peut être pesante pour un détective dans une petite ville de province. N'empêche que Roger-Marc Moreau dit qu'il y trouve une excitation. C'est vrai que la profession d'avocat m'aurait attiré. C'est la défense. Toutefois, je pense avoir trouvé dans la profession de détective en plus une certaine forme d'aventure. Je n'aurais pas eu d'action. Aller sur le terrain. Vous savez, moi, de toute façon, je m'intéresse toujours au sort des plus faibles. Hein, donc là, j'ai suivi quelque part... ce qui est ma passion, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Moi-même, je ne représente pas grand-chose par rapport à un système extrêmement puissant. Mais enfin, j'obtiens tout de même des résultats. Cette nuit-là, Roger-Marc Moreau a décidé de retourner le lendemain matin là où la voiture de la victime a été découverte et où M. Haby est venu la récupérer lorsque les gendarmes lui ont dit de le faire. Le véhicule était exactement placé comme celui-là. Il était à cet endroit-là, oui. Si le détective s'intéresse tellement à cette voiture et au moment de sa découverte, c'est parce qu'il pense que la clé de l'affaire se trouve là. Moi, j'ai retrouvé... les gendarmes m'ont amené ici et m'ont conduit ici et j'ai retrouvé l'auto comme ça. Bon, sauf qu'elle était fermée puisque... Elle avait été découverte depuis combien de temps? Les gendarmes m'ont amené ici le lundi 19 après-midi et elle avait été découverte par le 18. des tiers, le 18 au soir, le dimanche soir, alors que j'étais moi-même à la brigade. Donc à partir du moment de la découverte du véhicule, le véhicule est fermé à clé. Si ça, on peut... Par les gendarmes, oui. Les gendarmes, le dimanche soir, ils ont fermé la voiture. Il est impossible que ce ne soit pas le cas. Lors de l'enquête judiciaire, celui que le détective suspecte a affirmé avoir trouvé la voiture abandonnée à cet endroit et que ce sont soit les gendarmes, soit M. Haby qui lui ont signalé l'emplacement. Mais M. Haby n'a pas les mêmes souvenirs. Le suspect lui aurait dit avoir fait cette découverte par hasard. Le suspect avait découvert le véhicule par hasard en promenant les chiens, tel qu'il vous l'avait dit. C'est à quel moment? C'est entre le moment de la découverte, c'est-à-dire le dimanche 18? C'est le lundi à 12h30. D'accord. Et donc le hasard fait qu'à 12h30, il découvre? Il m'appelle en disant « j'ai trouvé l'auto ». J'ai trouvé l'auto. Je me souviens de l'avoir un petit peu secoué en lui disant « on vous attend pour déjeuner ». Parce que c'était l'heure de... C'était l'heure.
Est-ce qu'il était normal de promener les chiens dans ce quartier? Non. Non, d'aucuns pourraient penser qu'elle venait rafraîchir les chiens, etc. Ce n'était pas normal non plus que Ici, non. le suspect vienne promener les chiens comme par hasard à cet endroit. Ah non, ça... Enfin, bon, peut-être que dans une logique de recherche de tous les coins possibles et imaginables, il soit enfilé dans la carrière, mais vous avez vu que le cheminement n'est pas simple pour venir jusqu'ici. C'était pas, il faut faisait vraiment pas que une le recherche, hasard... il allait promener les chiens, c'est bien ça? Ce jour-là, oui, effectivement. Bien. Cette carrière se trouve à une quinzaine de kilomètres de la maison des Haby, et donc, d'après son mari, Madame Haby n'avait pas l'habitude de venir s'y promener. Leur suspect affirme lors de l'instruction que lorsqu'il découvre l'automobile, il est accompagné du jeune garçon avec qui il avait passé quelques heures le jour de la disparition de Madame Haby. Ce jeune garçon, interrogé 6 mois plus tard par les gendarmes, confirme sa présence, mais il ne peut préciser ni le jour ni l'heure. Foutrier dit que la gendarmerie où monsieur habite lui avait dit où se trouvait le véhicule automobile. Alors, premièrement, je dirais que monsieur habite ne confirme pas l'avoir dit. Donc maintenant, il resterait peut-être les gendarmes. Mais si les gendarmes lui ont dit où se trouvait le véhicule automobile, ça voudrait dire que le véhicule automobile avait déjà été découvert. Donc qu'il avait déjà été encadré par la gendarmerie. La clé de l'affaire, c'est donc bien de savoir si la voiture était sous scellé ou au contraire avait les portières ouvertes au moment où leur suspect et son jeune compagnon la découvrent. C'est un élément fondamental, car si le véhicule n'a pas été découvert alors qu'il était dans un lieu introuvable, eh bien c'est que lui savait précisément où se trouvait le véhicule. Donc forcément, il était à l'origine de la disparition de Madame Habite. Roger Marc Moreau pense en fait que les deux jeunes gens seraient venus jusqu'à la voiture avant sa découverte officielle. Pour tenter d'éclaircir ce point, il retourne sur place avec le jeune garçon. Nous sommes près de 3 ans après les faits et la mémoire du jeune homme est fragile. Vous êtes donc arrivé de ce côté. Il est arrivé directement, donc la voiture était là. Ouais, ouais. Alors, essaie de te rappeler où vous êtes approché de la voiture. Ouais. On a regardé à l'intérieur. Voilà, vas-y, fais exactement. Vas-y, refais les gestes. Oh, bah. Voilà, en gros, vous êtes arrivé. C'est lui qui marchait devant. Ouais. Il me semble qu'il y avait même un piège dans une sorte de grosse boîte avec un grillage, je sais plus quoi. Il y avait une grosse boîte. Il me semble qu'il y avait je sais plus où c'était pas ça. Raconte. Il y avait un paquet de cigarettes, je crois, sur le... Je sais plus comment c'était. Dis-nous tout. Quand vous approchez la voiture, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, refais-le. Je sais pas, on a regardé dedans. Vas-y, mais regarde dedans. Je sais pas. On a fait le tour. Pourquoi elle était ouverte même. Elle était ouverte. Elle était pas fermée avec clé. Je sais plus. Elle n'était pas fermée avec clé. Oui, vas-y. Vous l'avez ouverte? Est-ce que vous avez ouvert les portières? Je m'en rappelle plus. Et après, vous êtes descendu. Alors, fais voir comment vous avez descendu. Il n'y avait pas de scellé. Non. Il n'y avait rien. C'était comme ça. Il n'y avait pas de gendarme, il n'y avait personne autour. Est-ce que la vitre était comme ça? Je m'en rappelle plus. Vincent, il y avait bel et bien une boîte avec du grillage. Monsieur Haby le confirme. Ah bah tu vois, voilà. Oui, les boîtes qui servent à capturer les chats, elle en avait derrière. Oui. Voilà. Là, moi, je suis très heureux parce que là, au fur et à mesure, je lui ai suggéré, quand il y a des souvenirs comme ça qui reviennent, parce qu'il est beaucoup plus calme et tout, il s'est souvenu de ça. Là, maintenant, c'est la première fois qu'il en parle, c'est vrai. Donc, tu vois, tu n'as pas rêvé, c'est vrai. M. Habit le confirme. Pour là qu'on l'a sorti de la boîte. Vous avez sorti la boîte? À chat? Oh, je sais plus, je me rappelle plus du tout si elle était ouverte la voiture. Si la voiture était ouverte, enfin comme ça, quoi, c'était vite baissée ou pas, mais de toute façon, elle n'était pas verrouillée. Donc, forcément, vous avez dû essayer de voir si on pouvait l'ouvrir ou pas. Bah ouais, mais je me rappelle plus du tout si elle était ouverte ou pas. Il n'y avait donc pas de gendarme, pas d'environnement. Le véhicule manifestement n'avait pas été découvert alors. Il était ouvert. J'ai peut-être une mémoire, je me rappelle plus trop.
Malgré les hésitations du jeune homme, Roger-Marc Moreau semble sûr de son fait. Le suspect numéro 1 l'avait emmené sur place, au bord de la rivière, alors que manifestement, le véhicule n'avait pas encore été retrouvé par les gendarmes. Ce qui veut dire que ce suspect numéro 1, lui, savait où était la voiture. Et c'est dans un lieu très retiré, on ne pouvait pas le trouver par hasard. Je vois que ce que j'ai imaginé il y a 3 ans, 4 jours après le drame, j'ai l'impression qu'on finit par y aboutir. Pour moi, c'est en même temps une évidence et puis en même temps impossible. Enfin, compliqué, très compliqué. Ce sont les événements qui sont effrayants aussi. Imaginez pour M. Abyss ce qui a pu se passer. Pour moi, ce qui est dur, c'est surtout cette extraordinaire confiance qu'elle a mise dans ce garçon. Pour aboutir où, dis donc. Ça, c'est... C'est vrai qu'il y a des moments, il lui faisait presque plus confiance qu'à moi ou qu'à son fils. Je veux dire, c'était... Et cette scène vient vous conforter dans votre conviction. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, oui, c'est... Puisque je vous entends affirmer ce que je refoule depuis des mois et des mois et des mois. Ce qu'affirme le détective, c'est une intuition. Il pense que son suspect avait besoin de venir toucher la voiture en présence d'un témoin. Foutrier a voulu venir sur les lieux, et avec un témoin, dans un premier temps, parce qu'il n'avait pas pris la précaution de porter des gants, qu'il craignait, lui, qu'un relevé d'empreinte digitale établisse qu'il avait touché au véhicule automobile. Il voulait pouvoir dire « oui, mais j'étais venu, moi, j'avais découvert le véhicule, et c'est à ce moment-là que j'ai dû laisser mes empreintes. » Seulement ceux qui suivent l'affaire apprennent très vite que les enquêteurs n'ont pas jugé utile de réaliser des relevés d'empreintes sur la voiture. Je me souviens avoir posé la question, je ne sais plus sous quelle forme, mais avoir une réponse du genre, de toute façon, au bout de quelques jours, les empreintes ne sont plus, on ne peut plus rien déceler, donc non, pour eux, la voiture était là depuis 5 jours, et puis il n'y avait rien à relever. Et c'est là où l'histoire devient encore plus étonnante, car 3 jours après la découverte de la voiture, le 22 juillet, le jeune garçon et celui qu'il soupçonne d'être le meurtrier ont fait une tentative de suicide collective. Leur suspect aurait même convaincu le jeune garçon qu'ils allaient se suicider tous deux à l'endroit où son père s'était donné la mort dans cette forêt. Étrange tentative, puisque le jeune garçon s'est retrouvé dans le coma alors que leur suspect n'a passé que 2 jours à l'hôpital. Le raisonnement du détective, c'est que son suspect, ayant su qu'il n'y avait pas eu de relevé d'empreinte digitale, n'avait plus besoin de ce témoin et que celui-ci devenait même dangereux car il en savait trop. Ah, donc c'était par là. Ouais, exactement. Foutrier affectionnait les lieux déserts. Donc pour résumer, il a commencé à te faire prendre une bière et te faire avaler des cachets dans la voiture. Vous avez marché jusque-là. Et en reprenant d'autres médicaments. On a pris une bonne partie dans la voiture, je crois. Une bonne partie dans la voiture, voilà. Comme tu n'es pas sûr de ce que lui a pris. Par contre, tu es certain de ce que tu as donné. J'ai pris tout ce qu'il m'a donné. Tout ce qu'il t'a donné, d'accord. Et par contre, tu t'es rendu compte que lui était beaucoup moins malade que toi. Puis à un moment donné, il a appelé les pompiers. Ouais, il a appelé les pompiers. Et puis toi, tu te rappelles de plus rien. La scène, on la voit très bien, je veux dire, faut pas... il lui tend la bière, il lui donne des médicaments, lui, il absorbe tout. De toute évidence, l'autre en prend un tout petit peu, très peu. Il marche, il lui en fait encore avaler, il fait semblant d'en avaler, il doit recracher, enfin je ne sais pas où. Dans tous les cas, il ne prend pas la même dose, preuve en est. Preuve tout à fait technique, c'est que lui, il va rester 8 jours à l'hôpital et Foutrier, 2 heures après, il cavale dans les couloirs. Voilà. Faut qu'il paye maintenant. Allez.
Dans les jours qui suivent, le jeune homme et sa mère décident de porter plainte contre celui que les détectives suspectent. Nous sommes début juillet 2002, 3 ans après la mort de Madame Abi. Les détectives ont organisé une conférence de presse pour dévoiler les résultats de leurs investigations. Eh bien, la presse nous est indispensable pour faire passer un message, parce que nous ne serions pas entendus par les autorités judiciaires. La première étape, c'était donc de reporter cette décision de non-lieu. Et aujourd'hui, on espère le tournant de l'affaire, c'est-à-dire peut-être dans les semaines qui viennent, une mise en examen. Et devant les reporters de la télévision locale et de tous les journaux de la région, ils n'hésitent pas à prononcer publiquement le nom de leur suspect. Vincent Foutrier avait fait une prétendue tentative de suicide. Et il avait entraîné avec lui un jeune homme, qui se prénomme également Vincent. Toujours est-il que la famille, maintenant, sa maman et lui-même, sont persuadés que Foutrier a cherché à le supprimer. Hier, ils ont rencontré un avocat, lequel va déposer dès lundi une plainte pour tentative d'homicide et détournement de mineurs et certainement d'autres motifs sur lesquels il est en train de travailler aujourd'hui. Le petit Vincent, à l'époque, est très déséquilibré, il est très mal. Et Foutrier s'en sert initialement d'alibi. Mais un alibi qui ne colle pas du tout, parce que si on reprend les versions à l'époque et maintenant ce que l'on sait aujourd'hui, on voit que c'est un savant montage. Je mettrais même le terme de machiavélique. Et c'est là où je m'insurge, que ce soit les gendarmes, que ce soit les magistrats, devaient s'interroger sur l'acte de Foutrier. Un gamin de 15 ans désespéré, on le pousse à se suicider. Et putain, mais personne ne se préoccupe de tout ça. Donc je dis qu'aujourd'hui, que la justice peut redémarrer dans la recherche de la vérité. Je dirais que nous comptons sur la justice. Et avec M. Moreau, nous nous tenons à sa totale disposition. Toute la presse locale fait état le soir même ou le lendemain de cette conférence. Dans toute la région, les gens comprennent, même si les journaux prennent la précaution de ne pas citer le nom de l'homme. Dans les semaines qui suivent la conférence de presse, rien ne se passe. L'homme mis en cause par le détective continue de vivre comme si de rien n'était. Nous ne pouvions pas en rester là. Notre travail de journaliste était bien entendu de tenter de savoir ce qu'avait à dire l'homme accusé aussi formellement. Nous avons pris contact avec lui. Oui, allô ? Oui, bonjour, je vais parler à Vincent Foutrier. Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, je suis journaliste. Oui. Je travaille pour Zone Interdite. Oui. On a suivi l'affaire de Madame Abi, voilà. Et la conférence de presse qui a été donnée au mois de juillet. Vous parlez du détective privé, j'imagine. Voilà. Oui. Et j'aurais bien aimé pouvoir vous rencontrer pour en parler justement, pour pas qu'on s'appuie que sur les déclarations de gens qui vous sont plutôt hostiles. Tout à fait. Voilà. Écoutez, ce sera avec plaisir, oui. Qu'il ne soit pas surpris par notre appel se comprend. La presse locale avait signalé en juillet que nous suivions l'enquête des détectives. Et donc, 2 jours plus tard, nous sommes au rendez-vous qu'il nous a fixé dans un café. Bonsoir. On cherche Vincent Foutrier. Oui. Vous êtes Vincent Foutrier. Bonsoir, Patrick. Enchanté. Olivier. Bonjour. Vous permettez que je finisse juste? Oui, bien sûr. Oui, allez-y, allez-y. Il va terminer la partie de billard dans laquelle il était engagé, et puis il nous rejoint. Vous voulez boire quelque chose? Je veux bien avoir votre carte de presse, s'il vous plaît. Oui. Je me suis renseigné, donc effectivement. Il ne veut pas que nous tournions son témoignage pour l'instant et nous demande de lui présenter notre carte de presse. Il a pris la précaution de vérifier notre existence auprès de M6. Ça a l'air pas mal, ça. Il nous emmène alors dans un restaurant de la ville et nous explique sa version des faits. Il insiste beaucoup sur le lien filial qui l'unissait à celle qu'il appelle Nanou. Il affirme ne pas avoir été son amant. Il dit aussi que s'il avait fait un emprunt à l'association, il l'a entièrement remboursé.
Quant à son séjour en hôpital psychiatrique, c'est parce qu'il avait fait une tentative de suicide à l'âge de 18 ans. À la fin du repas, il nous donne son accord pour que nous enregistrions ses propos et que nous en fassions état dans le cadre de ce reportage. Si la principale intéressée pouvait parler, si Michel Aby pouvait le dire honnêtement, tout le monde dirait, en toute honnêteté, y compris Hervé, que je suis tout sauf machiavélique. Ce que réellement pensait Michel Aby me concernant, je l'ai découvert dans la presse le 1er juillet dernier. Je l'ai découvert vraiment dans la presse. Par rapport à un article donc, dans l'Est éclair concernant, me concernant indirectement sans être nommé, et où effectivement j'étais carrément accusé dans un sens. Et moi, ma seule pensée par rapport à ce qui a été écrit, c'était de me dire si Nanou, Anne-Lise était là, pouvait le dire, elle dirait que c'est des conneries, c'est de la folie. De la folie. Qu'il soit l'une des rares personnes à savoir que Madame Aby conservait les produits dangereux dans le placard de sa cuisine, il en convient, sans aucune hésitation. On était très peu à connaître l'utilisation illicite de ce produit. Vous saviez que ce produit était dans la maison? Oui, tout à fait. Sur la découverte de la voiture dans la carrière au bord de la Seine, il redonne l'explication qu'il avait fournie aux gendarmes et contredit donc les souvenirs de M. Aby. Est-ce que vous avez découvert le lieu où était positionnée la voiture par hasard en promenant les chiens? Ah non. Ah non, du tout, non. Ah non, non. En promenant ses chiens. Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est... En fait, avec Michel Aby, son époux, Hervé, son fils et moi-même, on a vraiment fait tous les lieux possibles et inimaginables de promenade habituelle pour éventuellement détecter quelque chose, un suicide ou autre, si ça avait été le cas, ou autre. Mais et on est passé dans cet endroit à Saint-Lié, près de cette carrière où a été découvert la voiture de la Clio Nanou. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que ça m'a été dit, puisque j'y suis allé spontanément. J'ai traversé le chemin, il y a quand même plus de 100 mètres. Bon, et c'est là que je suis tombé dessus. Qui vous l'a dit? C'est vous qui l'avez dit à M. Aby ou c'est M. Aby qui vous l'a dit? Moi, je pense sincèrement l'avoir appris par la gendarmerie. Je le pense. Maintenant, dans le doute, c'est soit la gendarmerie ou M. Aby. Mais je l'ai su par l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez ouvert la voiture lorsque vous l'avez découvert? Non, elle était fermée à clé. Vous n'avez pas pu accéder à la voiture? Non, elle était fermée à clé. Sur la tentative de suicide du 22 juillet avec le jeune Vincent, il a une explication. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Vincent, qui à l'époque vivait chez moi, enfin, chez mes parents d'ailleurs, mes parents étaient présents, a connu cette période de la disparition de Madame Aby, le jour de la retrouvaille de la trouvaille de son corps, et tout ça il l'a traversé. Et c'est vrai que il m'a vu également disjoncter complètement. Vous êtes dépressif? Vous étiez dépressif? C'est-à-dire sombrer à la fois dans l'alcool, dans les médicaments, etc. Il l'a vécu, il l'a vu. Il a ressenti ce mal-être, il m'a dit, moi je vais me supprimer aussi. Je veux me supprimer aussi. Je lui ai dit, arrête tes conneries, et il m'a répondu, de toute façon, ce sera avec ou sans toi. Mais je vais le faire. Ensuite, bon, j'ai pris les médicaments, mais on a changé de sujet. Et on a encore consommé de l'alcool, beaucoup, beaucoup. Et on a fini par prendre effectivement ces médicaments.
Donc effectivement, on a avalé à nous deux environ 30 comprimés. Ce qui est beaucoup plus qu'une dose mortelle. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à sombrer après lui, et je dis bien après lui, dans un semi-coma, on va dire, dans une certaine inconscience, j'ai effectivement utilisé mon portable pour appeler les secours. Parce qu'il était évident que je me rendais compte de la gravité de l'acte. Non pas pour ma personne, mais pour lui qui m'accompagnait, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? C'est exactement ce que je me suis dit. Nous lui faisons part de ce qui nous étonne le plus, son absence de réaction après que Roger-Marc Moreau l'ait mis nommément en cause. Pourquoi se compliquer la vie à la place de M. Moreau? Pourquoi chercher ailleurs? Puisque finalement son client lui demande de prouver que telle personne est coupable. Donc après tout, logiquement, par souci de notoriété et de fric, pourquoi faire autrement? Pourquoi faire autrement que de décevoir son client et d'aller chercher ailleurs, là où peuvent être les réponses de la disparition de Nanou? Pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est tellement facile de me distinguer et de dire c'est lui. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte pour diffamation? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas un droit de réponse? Curieux quand même. Je vais répondre clairement, Madame le juge d'instruction, chargée du dossier, m'a conseillé à titre officieux, par rapport à son expérience, à ne pas répondre. Parce que tout le monde sait que tout est manipulé. Une chose est sûre, jusqu'à aujourd'hui, les magistrats ne l'ont nullement mis en cause pour la justice. Il est innocent. Reste que 3 ans et 3 mois après la mort de Anne-Lise Aby, la justice n'est toujours pas capable de dire ce qui a pu se passer le 13 juillet 1999 sur les bords de la Seine. De quoi laisser se développer toutes les rumeurs.